Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Allez chez vos libraires, allez partout en France chez vos libraires. Commandez sur les sites des libraires. Ils peuvent vous expédier les livres aussi rapidement que les plateformes bien connues. Ouais. Et c'est important parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Et puis pensez déjà à vos cadeaux de Noël parce que... N'attendez pas, parce que les je suis désolée de parler de Noël, mais il y a des beaux livres. Je vous en présenterai un ou deux. Ouais. Il faut y penser maintenant. Alors, vous avez lu quoi cette semaine ? Alors j'ai lu c'est une jeune femme que j'ai découvert il y a très longtemps. Elle avait écrit un livre qu'on avait adoré qui s'appelait On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Je trouvais que c'était assez joli. C'était une rencontre. Je l'avais rencontrée comme ça. Mais c'est une phrase d'un poète connu. Oui. Et elle s'appelle Marie Grésinler Tapie. Tout est dans le tapis. Et elle m'a envoyé son livre. Et moi, Bernard Tapie, franchement, j'ai rien contre, j'ai rien pour, mais j'ai pas envie de lire du tout si ça n'avait pas été elle qui avait ce très beau livre. Et le premier était la vie de ses parents, qui sont des gens très très simples, qui étaient des gens très simples mais très brillants. Lui, il était océanographe. Comme elle dit, le bonheur était chez eux. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent. Mais voilà, ils vivaient dans les îles, ils plongeaient, elle était au soleil. Voilà, son bonheur. Et puis à 19 ans, 16 ans même, elle va rencontrer le fils de Bernard Tapie, Laurent. Et là elle va nous expliquer... Alors, c'est un bouquin c'est très dur à parler parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un bouquin sur Bernard Tapie, c'est un bouquin sur elle et comment on peut être jeune et confronté à un homme comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Oui, c'est quelque part... Alors, et dans le caractère aussi. C'est tout ce que j'étais, ça, sur les gens qui broie un peu ceux qui l'entourent, mais parce qu'il a une vitalité, parce qu'il a 1000 idées en même temps, mais c'est quelque chose qui me gêne. Et là, avec elle, je suis complètement... Je vis, j'ai vécu ce qu'elle a ressenti. C'est-à-dire que... En fait, elle essaye de comprendre quelque part, enfin c'est ce que j'ai compris, elle essaye de comprendre pourquoi elle a aimé cet homme, pourquoi quand il est mort, ça a été un vide absolument énorme. Même s'il savait la famille savait qu'il était malade, ça a été un choc. Mais ça a été un choc énorme parce qu'il gagnait tout, donc pour eux, il allait tout gagner. Et puis il y a deux Bernard Tapie, c'est-à-dire il y a le Bernard Tapie qui est odieux, pour moi qui est odieux, qui quand il est à table, c'est lui qui dirige tout. Il y a ses chiens. Et puis, il y a le Bernard Tapie qui est super chaleureux. En fait, c'est quelqu'un qui est seul. C'est, quelque part, elle dit qu'il vient d'un milieu pauvre. Il a été dans un milieu riche, mais il n'a jamais été accepté par les bourgeois. Il était nulle part. Il était solitaire, quoi, quelque part. Ouais. Et c'est absolument magnifique. C'est-à-dire... il faut que vous le lisiez parce qu'il y a un moment, je me disais, cet homme est odieux. Et puis, d'un autre côté, et c'est surtout, j'étais malheureux, enfin pas malheureux pour elle, mais ça a dû être terrible. Ça a dû être terrible de vivre. Et puis son fils, c'est-à-dire qu'à tel point qu'il y a un moment, il s'en va aux États-Unis parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils vont être bouffés par cet homme. Et puis elle va aller à la recherche, parce qu'il meurt, elle va aller à la recherche de ses amis. Elle va essayer de redécouvrir qui était cet homme. Il y a des histoires absolument, à la fois qui m'ont mis en colère, puis à la fois qui m'ont fait pleurer. Et puis, j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme et puis pour ses enfants. C'est-à-dire que je ne sais pas comment elle a le courage, enfin, je sais pas, la force de résister à cet homme, quelque part, parce qu'elle lui répond. Elle a 16 ans quand elle le rencontre, vous imaginez. Donc, c'est hyper bien écrit. Psychologiquement, moi, c'est le portrait d'une femme. En fait, c'est le portrait d'une femme, confrontée à un homme qui est quelque part, qui est machiste. Voilà. Et comment cette femme, elle va lui tenir tête, comment elle va l'aimer, et comment lui, il va l'aimer aussi. Mais c'est pas... il est gentil, il est tout beau, il est tout gentil. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle vous cache rien. Comment elle peut être énervée, comment elle peut plus le supporter. Et puis il y a cette mort. Moi, je ne savais pas comment il était mort, mais c'est quelque chose d'atroce. Il a une fin de vie qui est absolument terrible. Et puis j'ai appris qu'il était relativement pote avec Mélenchon, alors que c'est vraiment l'antithèse de choses. Avec Neil. Vraiment, allez-y, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, il y a un truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Un livre sur Bernard Tapie, le foot, Marseille, rien à faire. En fait, c'est un roman. C'est le roman d'une jeune femme qui est confrontée à un monstre. Et un monstre dans tous les sens du terme, c'est un monstre généreux et un monstre. C'est à la fois un monstre de générosité puis un monstre d'égoïsme. C'est une force vitale absolument incroyable. J'arrive pas à savoir si j'aime cet homme, mais ça n'a pas d'importance. Un homme hors norme, hors du commun. Mais en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est cette femme, son fils, ses petits enfants et le rapport de cette famille. C'est un livre sur la famille aussi. Allez-y, c'est merveilleusement écrit. Je trouve qu'elle mérite qu'on s'y attarde, même si vous n'aimez pas Tapie, même
si vous n'aimez pas le foot, si vous aimez... Voilà, si vous êtes une femme, lisez ça parce que c'est vraiment... et puis même si vous n'êtes pas une femme, hein, voilà, c'est vraiment un beau livre, bien écrit, tout en subtilité, en finesse, en doute. Allez-y, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des livres où on n'a pas le mot parce que ça m'a énervé, hein, parce que je l'ai lu même la nuit et tout, ça m'a poursuivi un peu ce bouquin. Tapis comme Bernard, elle s'appelle Marie Gressinger Tapis et c'est chez qui? C'est chez Presse de la Cité. Presse de la Cité. Allez-y, franchement, c'est une découverte. Ouais, j'ai vraiment découvert cette femme. Moi, je suis déjà à Noël, je suis déjà dans les livres de Noël. J'ai reçu alors un très beau livre, vraiment, je vous le conseille, ça s'appelle Défilé au Louvre de Sophie Fontanelle. Alors Sophie Fontanelle, elle est journaliste. Elle a une plume exquise, une plume drôle, acide aussi. Elle a travaillé pour Cosmo, elle a travaillé pour Traité de la mode, de Nouvelle Obs. Et là, elle est allée au Louvre. Et donc, ça paraît aux éditions Séguer, c'est dans les collections du Louvre également. Et donc, elle a déambulé dans le Louvre et elle s'est intéressée à différentes œuvres d'art. Et elle fait le lien avec la mode aujourd'hui. Il y a des petits textes formidablement bien écrits, formidablement drôles, où elle, par exemple, elle dit à quoi tient la décence pour montrer tout ce que je veux cacher, dit une chanson de la comédienne Isabelle Adjani avec Gainsbourg. Vous voyez, c'est très actuel. Ça vous permet de découvrir des tableaux du Louvre, des sculptures, et elle fait le lien entre Saint-Laurent et Goya, par exemple. Et franchement, j'ai trouvé que ce livre était... les ados sont souvent très intéressés par la mode. C'est à la fois une déambulation dans le Louvre et puis ce lien qu'il peut y avoir aujourd'hui avec la mode actuelle, avec des créateurs qui s'inspirent forcément. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Et puis à la fin, il y a un entretien avec Olivier Gabet, qui est conservateur au musée du Louvre et qui va proposer d'ailleurs une exposition autour de la mode et du Louvre. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve que c'est une belle manière, une manière originale de découvrir l'art, quoi. Oui, absolument. C'est un bel objet. Donc là aussi, comme dit Gérard, allez-y, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah non, ça c'est clair. Alors, c'est vrai que les gens nous disent on n'a pas beaucoup de fric en ce moment, c'est un peu compliqué, donc parlez-nous de livres de poche. Oui. Hein. Il vient de sortir en livre de poche un livre qu'on avait soutenu et que je trouve il n'a pas eu assez de succès par rapport à la qualité. C'est de Christina Sabalioskaite, L'impératrice de pierre, c'est chez Folio. Et allez-y, alors ça c'est pareil, c'est une petite merveille. En fait, c'est l'histoire de la première femme impératrice. Ça s'appelle Catherine. C'est pas Catherine II. Hein. Ouais. En fait, c'était la femme de Pierre le Grand. Elle est issue d'un milieu très pauvre et c'est son ascension à côté de cet homme. Alors c'est pareil, on parlait de Bernard Tapie. Ces hommes hors normes, c'est-à-dire que... Et puis en plus, là, c'était vraiment... c'était l'empereur. Hein, il avait droit de vie et de mort sur toute personne qui était sous sa coupe. Et là, vous allez voir cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme, hein, qui va peu à peu monter dans la hiérarchie et comment elle va devenir impératrice. Mais il faut savoir que c'est pas acquis, hein, elle est impératrice, il y a des complots, elle va mourir, hein, et donc elle va se rappeler. Alors c'est à la fois un portrait de la Russie qui est entre l'Occident, l'Orient, on ne sait pas très bien. Cet homme qui est moderniste, il va créer Saint-Pétersbourg, il va la flotte, et puis c'est un être violent, hein, qui est à la fois passionné, qui va l'aimer, mais d'un autre côté, elle va avoir peur de mourir par moment, hein, parce que... Et puis il y a tous les complots, toute la cour de Russie, c'est absolument comme la Russie, hein, c'est-à-dire que c'est gigantesque, autant la passion, la haine, la violence et tout. Et elle retraduit ça d'une manière absolument incroyable. Ça, c'est le tome 1, il y aura un tome 2 où elle va être... Vous allez voir quand elle va être impératrice, comment ça va se dérouler. Allez-y, c'est pas cher, c'est vraiment un petit bouquin. Il y a tout, il y a de l'histoire, de l'amour, de la saga. Et vous allez découvrir une femme qui a ouvert la voie quelque part aux autres femmes de la manière de s'affirmer. Et qu'on ne connaît pas forcément. Non, puis elle va s'affirmer face aux hommes, elle va les utiliser. Même Pierre le Grand, quelque part, elle va l'utiliser. Hein. C'est vraiment une magnifique leçon de littérature et d'histoire. Un autre poche ? Alors, vous savez, il y avait une biographie qui était sortie qui s'appelait L'affaire Mitford. Oui, sur les sœurs Mitford. Exact, que je crois que c'était chez Flammarion. Mais là, c'est Marie-Bénédicte qui avait fait Madame Einstein. Vous vous souvenez, c'est qui était un joli livre qui est paru en 10-18. Il faut y aller parce que elle remettait les pendules à l'heure, hein, par rapport à Einstein, cette icône, mais qui n'était pas si... Voilà. Je ne vais pas en dire plus, vous le découvrirez dans le livre. Il faut le lire. Mais elle vient de
d'écrire un roman qui s'appelle L'affaire Mitford chez 10-18. Et en fait, elle raconte sous forme de roman l'histoire de cette famille absolument qui est une famille aristocrate avec le père avait juste un garçon et 6 filles, je crois. Et ces 6 filles ont des vies absolument incroyables. Il y en a une qui veut devenir maîtresse de Hitler, qui va se tirer une balle dans la tête parce que Hitler, c'est une destinée incroyable. Voilà, il y en a une qui va soutenir. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de plus Elle apporte de plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu les Sœurs Mitford parce que c'était une biographie pure, dure. Voilà, là vous êtes entraîné dans. C'est vraiment un roman, donc vous allez découvrir. Ça s'arrête en 1941, mais vous allez découvrir en fait dans votre tête, vous savez ce que ça va devenir. Alors il y a celle qui va être pro-communiste, il y en a une qui va être Mosley, c'est-à-dire Mosley, c'était le fasciste anglais. Il y en a une qui va finir aux États-Unis, il y en a une qui va finir une grande aristocrate. C'est vraiment toute une page de l'Angleterre et de l'Europe à travers ces 6 femmes qui ont des destins absolument incroyables. Il y a de la jalousie, il y a de l'amour, il y a de l'ambition, il y a de la passion. Et puis c'est toute cette Angleterre. En fait, c'est un portrait de ce que les gens ont vécu à travers ces femmes qui sont absolument hors normes. Et qui ont eu des destins incroyables. Moi, je suis rentré. Et pourtant, je connais toutes les Sœurs Mitford, mais je suis rentré. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que ça s'arrête en 41. Donc, j'espère que si elle pouvait faire faut la suite. Voilà, on devine la fin, parce que bon, les caractères sont bien tranchés et tout. Mais allez-y, c'est en 10-18, ça s'appelle L'affaire Mitford de Marie-Bénédicte. C'est une petite merveille. Voilà, on va se retrouver dans un instant avec vous, Gérard, pour la suite des coups de cœur des libraires. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Avec vous sur Sud Radio pour commenter les livres de la semaine. Il y a plein de choses toujours. Encore une fois, on le redit, cette année, il y a beaucoup de très bonnes choses à lire. Absolument. Alors, on continue moi, j'ai avec vous. découvert un petit livre qu'on m'a envoyé, comme ça, parce que je ne l'aurais pas lu. C'est son premier roman. Elle s'appelle Clémentine Biano. Ça s'appelle Un éclat rouge et c'est chez Kalman Levy. Alors... quand on vous fait le pitch un peu, c'est pas gai, mais une fois que vous serez dedans, vous serez complètement fasciné. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un petit frère. On est à la campagne, famille de grands paysans qui ont plusieurs fermes. Ils ont une voiture rouge toute neuve. Un peu tout le village défile pour voir la voiture rouge. Et puis un jour, on entend un bruit pas possible et on retrouve le petit frère de 3 ans écrasé par la voiture. Dès le départ, vous savez que c'est son grand frère qui l'a... Enfin, un grand frère, c'est pas... Il a 10 ans, c'est un tout... C'est pas un garçon de 16 ans. Il a pris la voiture, il a conduit. Oui, il a joué avec la voiture. Le gosse était devant, il l'a écrasé. Les parents découvrent la chose, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Le gosse avoue que c'est lui qui a tué son petit frère. Et là, les parents décident de cacher la chose, de construire une histoire pour les flics et de dire que, en fin de compte, il y a quelqu'un qui a essayé de voler la voiture et puis qui s'est enfui. Et le gosse, à partir de ce moment-là, alors pour les parents, le père commence à haïr le gosse, la mère, il sent très bien. Et là, il va ne plus rien dire. C'est-à-dire qu'il va devenir muet, il va ne parler qu'avec son petit calepin. Il est un peu récupéré par sa grand-mère. Comme dit le pitch, elle est un peu maladroite, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour pour ce gamin. Et il va rencontrer quelque part une petite fille qui a son âge et qui va lui parler. Et là, va se débloquer, il va partir à Paris après. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, on va me reprocher Mais c'est un très, très, très joli livre. Il y a ce petit garçon qui se sent coupable de tout. Il se dit, est-ce que je peux avoir des copains parce que j'ai tué? Est-ce que je peux être heureux? Est-ce que je peux... Il est coupable, mais vraiment... on rentre dans le personnage. Ce petit garçon, il m'a donné des frissons parce que je me mettais à sa place. Il se retrouve tout seul dans la chambre avec chez sa grand-mère. Il pleure, mais il est complètement seul. Et vous allez voir comment sa vie va absolument évoluer. C'est magnifiquement écrit. C'est son premier roman. Je suis complètement tombé sous le charme. Je pensais que ça allait être glauque et tout. Pas du tout. Psychologiquement, c'est d'une finesse. Le style, il est parfait. Donc, ne passez pas à côté. Personne n'en parle ou très, très peu. C'est un premier roman. Et si elle continue avec ce côté si talentueux, et puis en plus, c'est pas. Je voudrais pas qu'on croie qu'on pleure pas gratuitement. On est complètement dedans. On est bouleversé, on est touché, mais aussi on partage ses joies quelque part. Et puis cette petite fille, c'est enchanteur. Ouais. Allez-y, ça s'appelle Un éclat rouge, Clémentine Biano. C'est chez Kalman Levy. Et pour moi, c'est une des surprises de cette rentrée. Très bien. Là, c'est un témoignage. C'est pas très gai, mais c'est un livre important d'Angélique Cauchy, qui était une joueuse de tennis, qui a été violée par son entraîneur de tennis de l'âge de 12 ans à 14 ans. Alors oui, il y a beaucoup de témoignages qui sortent. Celui-là est particulièrement bouleversant et particulièrement fort parce qu'elle raconte en fait...
au bout de 20 ans, en fait, ce qui s'est passé. Et pour sauver, elle dit, je n'ai pas sauvé mes camarades, parce qu'elle savait qu'il avait une technique très éprouvée, mais aujourd'hui, je veux sauver les suivantes. Et son livre s'appelle « Si quelqu'un te fait mal ». Et je trouve que c'est un livre important. Si un jour, quelqu'un te fait mal, c'est paru chez Stock, c'est vraiment... on en lit des livres, des témoignages, mais ce qu'elle raconte de la manière dont il réussit à la séduire, à l'isoler, à la couper, c'est un manipulateur. Et puis elle dit que sa famille se foutait un petit, n'était pas très intéressée par ce qu'elle faisait, et que lui, il a vu cette faille, et tout de suite, il a compris ça. Et elle raconte un stage en particulier où il l'a violée. L'horreur absolue, c'est ce qu'elle raconte. Et l'impunité, parce que... C'est surtout... c'est ça. Et il y a des phrases terribles, c'est-à-dire qu'elle raconte que son numéro de téléphone, elle se disait « je ne répondrai plus jamais à ce numéro ». Elle le connaît par cœur, et elle a cette phrase terrible en disant « je l'emporterai jusque dans ma tombe » parce qu'il est gravé. Parfois, il lui arrive encore de donner le numéro de téléphone de son entraîneur plutôt que le sien. C'est à lire par tous les parents pour qu'ils soient vigilants aussi, parce que, hélas, tous les métiers qui touchent aux enfants ne sont pas sans risque. Donc, être attentif aux signes, à ce que vos enfants peuvent vous dire, et l'abomination de l'humain qui est capable de faire ça. Il lui a dit « je suis ton second père ». Et comment il peut violer une fille comme ça? Elle s'appelle Angélique Cauchy, et elle raconte donc son histoire, son calvaire, ce qu'elle a vécu dans ce livre vraiment coup de poing. Si un jour quelqu'un te fait mal, c'est paru chez Stock. Ce qui est assez fascinant, moi je trouve qu'à cette époque, c'est les parents, souvent, ils sont pas tous comme ça, mais c'est l'absence des parents. C'est-à-dire, quand on voit Favie Flamand, ou même quelque part, il y a de la complicité des parents où on ferme... je trouve qu'on a une époque qui est plutôt positive à ce niveau-là, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne savait pas, et voilà, il y a une libération. Et c'est pour ça qu'elle parle aujourd'hui en disant je ne veux plus de cette omerta, et je veux qu'on... Voilà. Elle dit oui, j'ai fait le choix à 12 ans de ne pas parler pour protéger ma famille, j'ai aussi fait le choix de ne pas sauver les prochaines victimes, donc là, voilà. En plus, il y a la culpabilité, c'est-à-dire que c'est elle qui a porté ça toute sa vie. Quoi. Ça, il a été condamné quand même à 18 ans de prison, ce qui est quand même... voilà. Oui. Bon, on va... Il y a des auteurs de polars comme ça qui vous surprennent jamais, parce qu'ils ont toujours... Leurs polars sont toujours excellents, quoi. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un énorme talent. Et c'est le cas de Jacques Sausset, qui a fait Le Seul Coupable chez Fleuve Noir. J'adore ce type. En plus, il est d'une discrétion. Vous savez, il y a des il y a des flambants. Il y a des flamboyants pour lui. Il y a des flamboyants, il y a des auteurs comme ça. Mais lui, non, il est discret, il écrit, on le voit. Il n'est pas dans les cocktails, il n'est pas dans les pages People, rien du tout. Et alors, on est en 2024 dans le Var, un ancien commissaire qu'on a vu dans les autres polars de Sausset. On essaye de mettre le feu à sa maison. Les flics, ses anciens collègues font une enquête, et il s'avère que celle qui a mis le feu, qui a tenté de mettre le feu à sa maison, c'est la mère d'une jeune femme, d'une jeune fille qui a été assassinée 10 ans avant à Lyon, absolument d'une façon abominable. Et elle en veut à cet homme parce qu'elle considère que, en fait, celui on a dit que c'était lui le coupable, c'est-à-dire le petit ami de la jeune fille qui a été emprisonnée. C'était pas lui, c'était une erreur judiciaire. Il a été égorgé en prison, en plus, le gosse. Non, mais vous êtes là. Ouais. Et là, il va remonter parce que ça le trouble. Il dit, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai fait une erreur? Voilà. Et il va remonter à Lyon. Il va retrouver ses anciens collègues, une jeune femme, et ils vont se rendre compte que, alors, ils sont sur une autre affaire où il y a un tueur en série qui tue les femmes à la sortie des boîtes de nuit. Et est-ce qu'il y a une relation entre le meurtre de cette jeune femme il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui? C'est absolument... il vous balade, psychologiquement, c'est vraiment, il est d'une subtilité, ça tombe juste, il n'y a pas un mot en trop. Et puis, en plus, ce que j'aime bien, c'est dans ces personnages, ils nous ressemblent quelque part. C'est-à-dire qu'on retrouve nos failles, nos doutes, notre culpabilité, le fait, voilà. C'est des gens c'est comme tous les enquêteurs, c'est des gens comme nous, quelque part. Donc, avec, ils se détestent, ils s'aiment, ils sont humainement. Et alors, en plus, c'est vraiment vous tournez les pages, c'est-à-dire que vous savez pas. Et la fin et puis la fin est absolument bien fichue. C'est là qu'on reconnaît les grands auteurs de polars. Allez-y, ne passez pas à côté. C'est un des meilleurs polars de l'année. C'est Jacques Sausset. Ça s'appelle Le Seul Coupable. C'est chez Fleuve Noir. Alors, moi, j'aime pas trop les livres de développement personnel ou tous ces trucs-là. Sauf que
Là, c'est un livre dont on m'a parlé, dont plusieurs personnes m'ont parlé, qui s'appelle TDAH. Et alors, comprendre son trouble de l'attention peut tout changer. Elle s'appelle Catherine Testa. C'est paru chez Michel Lafon. Et ce sont deux personnes qui ont découvert qu'elles étaient aussi atteintes. Alors, c'est un peu comme les HPI. Vous savez, les gens, tout le monde est HPI, tout le monde est trouble de l'attention. Mais là, elle explique très bien dans ce livre comment on peut faire le diagnostic, ce que ça change et comment, justement, on peut une fois qu'on a compris qu'on était atteint de ce trouble, trouver des solutions. C'est paru chez Michel Lafon et des gens qui sont atteints de ce trouble m'ont dit que c'était extrêmement bien fait et rassurant et réconfortant parce qu'on est parfois perdu, on ne met pas les mots sur les choses. Donc, si vous pensez être atteint de ce trouble, allez-y. Un petit dernier Oui, quand on a du talent, mais je vous parlais de son dernier de Dos Santos, J.R. Dos Santos, qui a fait un livre, alors c'est paru chez Pocket, ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Alors je savais même pas que Spinoza était portugais, rien, je connaissais. Spinoza, c'était une catastrophe pour moi en truc de philosophie, ça, je comprenais absolument rien. Et cet homme a le don de redonner du sang, de nous faire redécouvrir. C'est un vulgarisateur absolument incroyable. Et là, j'ai redécouvert ce qu'était Spinoza. Alors, je vous dis pas que j'ai tout compris au niveau de la philosophie de Spinoza, mais il vous le remet dans l'époque. Il était juif et vous voyez comment il est censuré, méprisé, poursuivi à la fois par les catholiques et à la fois par les juifs. C'est absolument... C'est un page-turner, c'est pareil, c'est un livre d'aventure humaine, c'est un livre de culture, c'est un livre de philosophie, c'est un livre d'histoire, il y a tout là-dedans. Et je me suis fait laisser embringuer, et vous verrez, même si j'ai compris, tout le monde peut comprendre. Hein, c'est arrivé, ça c'est vraiment la référence absolue. Mais c'est pas philosophico, machin. Non, je suis pas, non. Et puis je suis pas triplo-neurone et tout ça. Donc allez-y, c'est vraiment, et je vous parlerai du dernier, qui s'appelle Les Oubliés, qui est un roman historique absolument formidable. Ça, je vous en parlerai, je vous fais le suspense pour l'année prochaine. Celui-là est en poche, en tout cas. Ouais, ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, chez J.R. Dos Santos, et c'est en Pocket. Il s'appelle José Rodriguez, dites donc. Rodriguez Dos Santos, Dallas. Voilà. L'homme qui a tué Dieu. Spinoza, c'est en collection de poche, donc ça ne coûte pas cher. Merci Gérard. À la semaine prochaine, évidemment, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Sud Radio. Très bonne journée. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.